Le gouvernement a donc adopté à la fin de la semaine dernière le budget. L'orthodoxie budgétaire est respectée. Les principales lignes de ce budget sont priorité à la sécurité, l'incitation à l'emploi et l'habitat. Daniel Guggenheim, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour votre chronique hebdomadaire. Alors, bonne nouvelle cette semaine puisque le budget, le fameux budget, en tout cas dans ses principales caractéristiques, 2023-2024, a été adopté par le gouvernement. Oui, effectivement. En fin de semaine, après d'âpres discussions comme d'habitude, le gouvernement a adopté le budget. Il faut préciser à nos auditeurs qu'il ne s'agit pas du budget définitif. Les grandes lignes sont fixées. Le gouvernement propose ça au Parlement. Dans un mois, d'ailleurs, on va entrer encore plus de détails. La proposition du gouvernement sera encore plus détaillée. Et après, ça va passer à Knesset. Et normalement, ça doit être discuté à la Commission des finances et après adopté normalement en fin mai. Et donc, ce qu'on a maintenant, c'est surtout sur les grandes lignes, et c'est ça que je voudrais ici m'attacher à expliquer, les choses qui normalement ne devraient pas changer. D'abord, l'orthodoxie budgétaire a été respectée. Il y avait, après les élections et à cause des âpres négociations qu'on a vues entre les différents partis, dans la presse, il avait été indiqué que peut-être, vu les demandes de la coalition, on dépasserait le budget. On avait parlé de dizaines de milliards de shekels qui seraient alloués aux différents partis pour leurs besoins, pour leur base, comme on appelle ça. Et on parlait de 50 milliards de shekels, enfin des sommes astronomiques. En tout cas, le projet qui a été adopté là, c'est un projet qui reste dans l'orthodoxie budgétaire de ce qui a été fixé par le gouvernement jusqu'à au maximum 1% de déficit budgétaire. On parle d'un budget qui serait 484 milliards de shekels et 14 pour l'année 2024, parce que ça sera un budget, on a fait 2 ans, bien entendu, vu qu'on est déjà bien dépassé l'année 2023, quand il sera adopté. Est-ce qu'il y a des grandes lignes, des grands sujets qui ont été d'ores et déjà votés, on va dire, en tout cas pour lequel le budget sera alloué? Oui, d'abord, il y a des mesures qui sont favorables, qui sont favorables, d'abord pour l'incitation à l'emploi. Les gens qui travaillent et qui ont des enfants jusqu'à maintenant, qui avaient jusqu'à 6 ans, recevaient ce qu'on appelle des nukudot zikouï. Il a été décidé de les prolonger jusqu'à que l'enfant ait 18 ans. Donc ça va beaucoup aider les familles. Ça, c'est plutôt une mesure sociale. Et ça, c'est sûr que ça ne sera pas changé. Une deuxième chose qu'on peut voir là-bas aussi, c'est la sécurité. D'abord, bien entendu, parce que Ben Gvir était ministre de la police, c'était une de ses conditions qu'il y ait beaucoup plus d'argent qui soit donné à la police. Et ça a été fait. Peut-être pas dans ce qu'il voulait. Lui, il voulait 14 milliards, ça a été donné 9 milliards. Mais aussi également au ministère de la Défense, d'habitude il y a toujours des problèmes entre le ministère de la Défense et les Finances, et là vraiment il n'y a pas eu de problème, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, y compris par exemple le Shabak et des choses comme ça, et c'est des sommes très importantes qui leur étaient louées. Maintenant également, à part ça, quelque chose qui va changer, à mon avis, la vie des gens, c'est le logement. C'était une des grandes promesses de ce gouvernement. Le ministre de l'Habitat avait dit qu'il y aurait des projets qui vont changer la vie des gens, comme je viens de le dire. Et d'après les projets qui sont donnés, il y a des choses novatrices. L'État va beaucoup plus entrer dans le logement public, alors que ces dernières années, il le faisait moins. Et autre chose, par exemple, il va y avoir au niveau de la... On sait très bien que le logement public, c'est résiduel en Israël. Il n'y en a presque pas. Donc là, ils vont créer de nouveaux logements publics pour en faire plus pour la population. Oui, et surtout améliorer ceux qui existaient. Également, faire des appartements aider les promoteurs à faire des appartements de location à longue durée. En Israël, ça n'existe pas. Et ça, ils veulent mettre un grand achat, un grand point là-dessus, de l'argent là-dessus. Et également... Chose très très intéressante. On en avait parlé dans une ancienne chronique qu'il y a un problème des villes qui empêchent la construction de maisons parce que ils ont intérêt plutôt à ce qu'il y ait des affaires plutôt que des maisons. Et oui, parce que la taxe d'habitation est plus chère pour les commerçants, en tout cas pour les entreprises, que pour les locataires. Donc on est plus intéressé à avoir des bureaux
même vides, que des immeubles. Et c'est bien dommage pour nous. Et alors là, le gouvernement a décidé, je ne sais pas si ça va rester à la fin, parce que ça provoque la colère des chefs des municipalités, surtout riches comme Tel Aviv. Il a dit, voilà, on va créer ce qu'on appelle un fonds d'Arnona. Ça veut dire que ceux qui ont l'Arnona les villes riches comme Tel Aviv vont donner aux autres. Et en fait, il y aura ceux qui ne pourraient pas construire beaucoup d'appartements parce qu'ils n'auront pas beaucoup d'Arnona vont recevoir beaucoup plus d'argent de villes riches. Alors, je ne sais pas si ça va marcher à la fin, mais ça, ils veulent arriver à ce qu'il y ait des incitations pour les villes pour aider à ce qu'il y ait plus de quartiers, plus de maisons qui soient construites. Bon, en espérant que tout ça se concrétise au mois de mai. À présent, une baisse sensible des cours des actions et des obligations de la bourse de Tel Aviv à la bourse de Tel Aviv. Donc ça aussi, ça en dit long sur l'avenir de notre économie. Certains s'angoissent. Tout à fait. Il y a cette semaine des baisses spectaculaires sur les actions et également sur les obligations. Pour les actions, par exemple, on est revenu sur des cours d'il y a 2 ans. C'est-à-dire vraiment, comme vous dites, c'est spectaculaire. C'est vraiment des grandes baisses. Il faut faire attention de ne pas paniquer. Et on voit d'ailleurs que les gens passent sur les SICAF, qu'on appelle en hébreu Kranot Nemanut, sur des SICAF qui est en action, ils les font plus sur des SICAF ou en dollars, vu qu'il est plus attractif, ou sur des choses plus comme les Caspiotes, SICAF monétaires dont je parle souvent, qui sont plus, qui sont sans risque, qui sont moins volatiles. Et donc, on le voit aussi que le public devient nerveux. Et c'est un problème. Je voudrais dire la chose suivante. Bien entendu, il y a un problème, on le sait, à cause de la réforme judiciaire. C'est très psychologique, mais ça joue sur la bourse. Il y a une méfiance par rapport au gouvernement. Donc, on nous dit qu'on va certains vont retirer leurs capitaux. Ça crée une instabilité du système. Il y a aussi, cette semaine, malheureusement, tension encore plus grande sécuritaire. Et ça joue aussi psychologiquement. Et effectivement, pour ce qui concerne encore la sortie des capitaux dont vous venez d'évoquer, cette semaine encore, le chef de la bourse a dit, moi je peux vous dire, les étrangers ne quittent pas Israël, je vois d'après ce qui est investi en bourse, et la Banque d'Israël confirme, il n'y a pas de fuite de capitaux. D'ailleurs, la Banque d'Israël, depuis qu'elle était sans doute intervenue la semaine d'avant sur les marchés financiers, a plus ou moins le shekel de pluie est plus ou moins stable. Maintenant, pour revenir à la bourse. Ça a comme conséquence la chose suivante. D'abord, comme opportunité. Il y a à l'heure actuelle, pour des gens qui veulent, l'épargnant, père de famille, qui veut investir sans risque, que j'appelle sans risque, il a la possibilité, qui n'était pas arrivée depuis plusieurs années, d'avoir même à court terme, un compte d'un chapitre jusqu'à 1 an, la possibilité d'avoir une rentabilité au-delà de 4%, ce qui est très très important. D'abord, si la Banque d'Israël emprunte sur le marché financier, on appelle ça MACAM. Quelqu'un qui achète maintenant un emprunt à la bourse, le MACAM, c'est-à-dire qui prête à la Banque d'Israël, il peut avoir, s'il garde ce MACAM, s'il garde donc cet emprunt pendant 1 an, il peut recevoir jusqu'à 4,79. Bien entendu, il y a des frais à côté. C'est assez rentable. C'est assez rentable. Comme placement. Ce qui est encore plus, spectaculaire, c'est les obligations bancaires. La Banque Leumi, des banques qui c'est sûr qu'ils vont vous rendre de l'argent, puisque je parle en plus en 1 an, maintenant, et ça c'est pas arrivé, c'est phénoménal, 5,5%. Il y a une qui arrive dans 1 an, qui donne du 5,5%. Donc ça veut dire si on place son argent à la banque, tout simplement. Non, c'est-à-dire en achetant, dans le cadre. Bien sûr. Cette obligation des banques, on a au-delà de 5%, il y a des frais à côté, mais disons, c'est très important. Les banques d'ailleurs maintenant dans les dépôts donnent plus de 4%. Je vois si quelqu'un est prêt à fermer son argent. Donc, c'est d'un côté une opportunité. D'un côté, ça, je veux le dire, c'est un problème. Parce que ça veut dire que pour ceux qui sont emprunteurs, d'abord, nos auditeurs souvent, qui sont, disons, des ménages, ça devient très, très compliqué. Très compliqué pour les mashkantaot, bien à rembourser, entendu. puisque ça continue d'augmenter chaque mois. Tout à fait. Et ça va encore augmenter. Et très compliqué au niveau moi j'en vois souvent, qui viennent des Olim qui viennent me demander, au niveau des crédits à la consommation, des crédits court terme, plus ou moins que font les banques. Ça aussi, ça monte. Terrible. À mon avis, ça doit être maintenant peut-être 20% pour ceux qui sont mal cotés. Souvent 10%, ça sans problème. Et ça, c'est un très grand problème pour les emprunteurs de famille, mais aussi c'est très
ultra problématique pour les entreprises qui voudraient maintenant aller, par exemple, sur le marché financier pour emprunter. Ça leur coûte beaucoup plus cher s'ils ne veulent pas le faire aux banques, ou bien même les promoteurs. Et ça, bien entendu, on en parlera, ça peut faire baisser les coûts des appartements, mais ça peut aussi donner la faillite des promoteurs. C'est très intéressant parce qu'on a entendu beaucoup de choses cette semaine. On a entendu aussi le directeur, des critiques à l'égard du directeur de la Banque d'Israël qui s'aligne en fait sur la politique américaine et on le lui reproche puisque la conséquence c'est que justement les taux d'intérêt et en tout cas les remboursements pour les citoyens lambda montent, ne font que monter. Est-ce que vous pensez qu'il va changer son fusil d'épaule? Il va essayer d'éviter que ces taux d'intérêt ne cessent de monter? Quand je lance maintenant un appel à la Banque d'Israël, j'espère que quelqu'un là-bas écoute notre chronique. Je ne suis pas sûre, mais bon, on peut toujours rêver. Ça a été dit aussi dans la presse. Au moment du Covid, la Banque d'Israël a acheté à la bourse, non seulement des emprunts d'État pour aider l'État à financer son budget, mais également des emprunts des entreprises israéliennes et même a acheté des actions israéliennes. Et donc, je pense qu'il a de l'argent, il a 200 milliards de dollars. Et il suffit pas, la bourse israélienne, le marché n'est pas énorme. Il pourrait un peu acheter, à mon avis, pour soutenir les cours. Et maintenant, ces 2 derniers jours, d'ailleurs, la bourse est stabilisée, mais à mon avis, il devrait plus intervenir, comme vous venez de le dire, oui. Ok, bon, on espère qu'on sera écouté, voilà, dans les hautes sphères. On continue, Daniel, avec une autre nouvelle. C'est des investisseurs qui ont quitté le marché de l'immobilier et on estime, alors là, c'est plutôt une bonne nouvelle, que les prix ont baissé de 5% par rapport à leur taux le plus haut. Tout à fait. La Banque d'Israël a publié cette semaine les chiffres de janvier. Il y a toujours presque un mois entre le moment où on sait et où il y a les chiffres qui sont diffusés par rapport au mois d'avant. Donc, je parle des chiffres jusqu'à fin janvier. Alors, c'est arrivé à un peu moins de 7000 mashkantaot qui ont été prises en janvier. C'est un chiffre où il faut revenir à 2017 pour revenir à ce chiffre-là. Et également, la moyenne de 940 000 shekels est un chiffre qui nous ramène au moins un an en avance. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une baisse spectaculaire et sensible des mashkantaot qui sont pris par les gens. En même temps, vu ce qu'on a raconté précédemment, ça s'explique. Tout à fait. Et ça fait, comme vous l'avez souligné, une baisse sur les prix de l'immobilier. Pour ceux qui ont besoin d'acheter, c'est une bonne nouvelle. On l'a vu au niveau des promoteurs, on l'a vu déjà dans l'INSEE, il y a eu 3 mois consécutivement que les prix ont baissé. Maintenant, d'après les analyses que j'ai vues, on n'a pas encore les analyses statistiques. Je parle des estimations qui sont faites que j'ai vues dans la presse, qui sont faites par des gens qui connaissent, que depuis le pic immobilier, à mon avis, de octobre-novembre, où les chiffres, vous vous rappelez, avaient augmenté jusqu'à 20% l'année dernière, il y a eu, depuis ce pic-là, une baisse de 5 à 6% des prix. Et je veux pas me donner des médailles, mais combien de fois ici j'ai parlé, et ici dans cette chronique, mais également à des Olim, je leur dis, si vous pouvez ne pas acheter maintenant, attendez, vous allez voir que les prix vont baisser. Ça se passe, j'espère en avoir encore la confirmation. Donc c'est le moment d'acheter, en gros? Non. Ah, c'est pas le moment d'acheter? Non, parce que... Les prix vont encore baisser? Oui. Il faut encore attendre. Tout à fait, parce que d'abord il va y avoir une augmentation là maintenant du prix sans doute en début avril du taux de la Banque d'Israël, et il y a déjà eu maintenant début mars, maintenant il va y avoir à nouveau, les mashkantaot vont de nouveau augmenter, et en plus on sent que on voit dans la presse. Alors d'un côté les mashkantaot augmentent, mais d'un côté le prix des appartements baisse. Très fortement, surtout dans le neuf, mais je pense aussi dans la seconde main, ça doit arriver. Les gens me disent, d'ailleurs, je parle des gens du secteur, il y a c'est mort. C'est très mort. Moi je dis, ceux qui sont pas obligés maintenant d'acheter, il est évident, et en plus si la politique du gouvernement se fait, parce qu'il faut effectivement quand les taux reviennent plus bas, qu'il y ait des appartements qui les reçoivent, disons que si c'est bien mené, je vois une continuité dans les prochains mois de la baisse de l'immobilier et de ne pas acheter maintenant. Et ça veut dire que vous espérez aussi une baisse des prêts hypothécaires et des taux. Les prêts hypothécaires ne baisseront sans doute maintenant qu'à partir de fin 2023.
Parce que donc ceux qui peuvent attendre la fin 2023, ce sera plutôt une bonne période pour acheter? C'est un marché qui marche très fort psychologiquement par anticipation. L'année dernière, les gens ne voyaient que les choses augmenter et donc ils se disaient, je suis même prêt à acheter avant de vendre le mien parce que ça va me coûter encore plus cher. Et maintenant, c'est le contraire. Et donc, quand c'est dans une situation comme ça, il y a même, des fois, les baisses sont plus sensibles que ce qu'on le croit. Et je pense que ce qui va se faire, et de moins en moins, il va y avoir des achats des spéculateurs ou des investisseurs ou des choses comme ça. Et ça va redevenir un marché encore plus favorable pour ceux qui veulent acheter des appartements dans les prochains mois. Ok. Alors, on va continuer avec la dernière nouvelle de la semaine, de la revue de la presse économique. On va parler du vin et d'Israël. On le sait, Israël a obtenu des médailles sur le plan international, est en train apparemment de devenir une puissance vinicole et c'est plutôt un juste retour parce qu'après tout, ben voilà, au temps de la Bible, ben le vin venait bien d'ici. Donc, on se dit que c'est plutôt normal, même si c'est une belle aventure quand même pour Israël, vraiment. Alors, est-ce que l'exportation de vin va continuer d'augmenter comme c'est le cas aujourd'hui ? Oui, vous savez, toujours avant les fêtes juives, j'essaie de parler à un côté économique qui touche la fête. Et si on peut dire, Purim, c'est symbolisé beaucoup par le vin. On sait que c'est la fête juive où il est commandé de se saouler, pour dire. Donc, pourquoi ne pas parler en même temps de quelque chose qui nous fait plaisir? C'est effectivement, j'ai vu dans la presse que le vin israélien devient une étoile, un fleuron de l'exportation israélienne. Tous les exportations israéliennes, il faut dire en 2022, de tous les produits chez 140 milliards de dollars. Mais dedans, là, le vin est à peu près 70 millions de dollars. C'est pas toutes les importations, mais ça devient quelque chose qui n'est pas négligeable. Bien sûr. Surtout, ces 10 dernières années, ça a pris énormément d'ampleur. On a les chiffres maintenant de 2021, ça on les a, qui étaient autour de 60 millions de dollars. On sait qu'il avait augmenté 20% par rapport à l'année de 2020. 2022, 10%, on pense aussi. Et maintenant, on doit être donc autour des 70 millions de dollars. Et surtout, d'exportation. Et surtout, on pense que jusqu'en 2026, on arrivera à 50% en plus. C'est-à-dire, on pense arriver autour de 100 millions de dollars par an d'exportation du vin. Donc, on n'en est qu'à la moitié du chemin, quoi. Il y a encore beaucoup de possibilités, d'opportunités dans ce domaine-là. Je pense aux entrepreneurs, peut-être que, voilà, aux gens qui ont envie de se lancer dans l'exploitation de vin, tout simplement, dans la production de vin. Il y a encore du potentiel. Et vous avez tout à fait bien dit dans votre introduction de parler de marques prestigieuses. Parce que jusqu'à maintenant, si on regardait quel pays Israël exportait surtout du vin, c'est en Amérique, bien entendu, parce qu'il y a une grande communauté juive qui est amatrice de vin cachère. Après, en Europe, il y a la France. Bon, les Français sont connus pour avoir du vin, mais c'est aussi, il y a une très forte communauté juive, comme on le sait, et un petit peu en Angleterre. Et sinon, les pays où il n'y avait pratiquement pas de juifs, il n'y avait rien. Et maintenant, on remarque que même dans des pays où il n'y a pas des juifs, alors, il y a une augmentation là-bas de l'exportation du vin. Et même donc ça veut dire que même le public qui n'est pas obligatoirement amateur de vin cachère s'intéresse au vin israélien. Et oui, parce que le vin israélien est très réputé pour sa qualité. On sait que c'est des cépages qui viennent de France, à la base, c'est pour ça qu'il est si bon. Mais en tout cas, c'était sympa de parler à la veille de Purim de vin, donc on va pouvoir se saouler avec du bon vin. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Tout à fait. Israélien en plus. Oui, tout à fait. Bon, merci beaucoup en tout cas, Daniel. Purim Sameach et à bientôt. Merci.